Bonsoir à tous. Ce soir, nous plongeons dans l'histoire d'Ivan le Terrible, un homme dont le règne a laissé derrière lui non seulement des réformes, mais aussi une tragédie familiale. Nous allons explorer les éléments et les conséquences historiques qui font de sa paternité une ombre sur la Russie. Imaginez un tsar réformiste devenu un souverain rongé par la méfiance envers son propre héritier. Nous verrons comment la paranoïa d'un seul homme a pu transformer une maison royale en véritable machine de destruction. Avant de vous installer, si ce récit vous parle, pensez à laisser un petit like et à vous abonner. Cela aide beaucoup, sans rien forcer. Et dites-moi en commentaire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. J'aime toujours voir la diversité des lieux qui nous réunissent ici. Maintenant, tamisez les lumières, installez-vous confortablement et laissons-nous porter. Car pour comprendre comment un père en est venu à craindre son fils, il faut d'abord revenir au premier pas d'un jeune tsar plein de promesses. Chapitre 1. L'ascension d'un réformiste. En 1547, un adolescent de 16 ans s'assoit sur le trône de Russie. C'est Ivan IV, bientôt surnommé le Terrible. Mais au départ, son ascension ressemble à l'aube d'une ère nouvelle. Son couronnement n'est pas simplement une cérémonie fastueuse. Il incarne l'avènement d'un souverain jeune, cultivé, profondément croyant et avide de réformes. Lorsqu'il se proclame tsar de toutes les Russies, c'est avec une volonté claire: renforcer son autorité centrale, moderniser la justice et fonder une armée permanente capable de défendre l'État. Ce début de règne frappe par sa cohérence et donne l'image d'un dirigeant doué d'une véritable vision politique. Au fil des premières années, Ivan multiplie des initiatives qui changent la structure même du pays. Il convoque le Zemski Sobor, une assemblée nationale offrant une voix aux provinces et aux différents ordres. En 1550, il promulgue un nouveau code de loi qui limite l'arbitraire des boyards, ces grands seigneurs qui dominaient jusque-là les affaires du royaume. Le texte ne rend pas la justice humaine au sens moderne, mais il renforce les procédures, réduit les abus féodaux et donne à Moscou un pouvoir accru de décision. En parallèle, Ivan consolide la défense du territoire. Forteresses levées aux confins, artillerie régulière, corps militaire permanent. Tout cela traduit une pensée organisée, rationnelle, qui contraste avec l'image sombre qu'on associera plus tard à son nom. Ce moment de construction institutionnelle s'accompagne d'un projet familial apparemment solide. Ivan accorde à son premier fils, Ivan Ivanovitch, une attention marquée. Le prince reçoit une éducation suivie de près par son père. Théologie orthodoxe, art des campagnes militaires, rudiments de diplomatie. Des chroniqueurs rapportent que l'enfant était parfois introduit dans la salle du conseil, simple spectateur de débats d'État, comme pour l'habituer dès l'adolescence au poids du trône. On retrouve même, dans certains portraits, l'image d'un duo harmonieux, le tsar et son fils posant ensemble, vêtements brodés d'or, regard calme tourné vers le peintre. À observer ces scènes, on pourrait croire à une succession paisible, soigneusement préparée. Mais la façade se fissure vite. En 1552, la prise de Kazan, que l'histoire retiendra comme une victoire éclatante, agit aussi comme un basculement personnel. Certes, Moscou gagne un nouveau territoire et impose son autorité sur la Volga, mais les récits de la campagne évoquent les massacres qui suivent, les foules massacrées sans pitié. Pour la première fois, les témoins décrivent chez Ivan un contraste étrange. Exaltation guerrière au cœur des batailles, puis longue période d'ascèse religieuse et de repentir. Les colères imprévisibles se multiplient, inquiétant ses proches. Ses humeurs soudaines annoncent déjà une transformation intérieure. C'est la mort d'Anastasia Romanovna, épouse adorée du tsar, en 1560 qui précipite cette métamorphose. Les médecins suspectent un empoisonnement, mais aucune certitude n'émerge. Pour Ivan, c'est surtout une cassure irréversible. Dans son deuil, il croit voir l'ombre des boyards, persuadés qu'ils complotent sa perte et qu'ils ont assassiné sa femme. Le deuil se mêle à une méfiance maladive, et cette perte intime déclenche un engrenage dont la Russie ne sortira plus. Ce n'est pas seulement un drame personnel, c'est aussi un tournant politique.
car Ivan commence dès lors à gouverner depuis la peur. En 1564, une crise spectaculaire révèle la profondeur de sa suspicion. Mécontent des élites, convaincu qu'elles trahissent son autorité, il quitte Moscou sans prévenir et annonce son abdication. La population se soulève de panique, suppliant son retour. Ivan accepte, mais impose ses conditions. Un pouvoir absolu, sans contre-pouvoir. De cette manœuvre naît l'Oprichnina, un système où le territoire est scindé, la terre partagée, et où une garde personnelle d'élite exerce une surveillance brutale, indépendante des institutions civiles. Ce geste, qui ressemble à un coup de théâtre, installe la peur comme instrument officiel du souverain. C'est à cette époque pourtant que le lien avec son fils, si prometteur au départ, commence à se tendre. Dans les correspondances conservées, on lit la lente évolution d'un ton paternel encourageant vers un ton bien plus sombre. Là où les premières lettres rappelaient l'affection et la pédagogie, celles de la fin des années 1560 se chargent d'avertissements obscurs. Les historiens remarquent comment l'amour et la vigilance royale se muent en suspicion. Conseils tendres, transformés en exhortation constante à la méfiance. Un exemple rapporté par les chroniqueurs date de 1570. Lors d'un banquet, le jeune Ivan, alors adolescent, discute stratégie avec un général de l'armée. Le père suit la conversation avec fierté, puis brusquement interrompt et rabaisse son fils. « Tu raisonnes comme un boyard, pas comme un héritier », lâche-t-il sèchement, devant tous les convives. Le silence est glaçant. Le fils baisse les yeux, tandis que le tsar enchaîne un discours sur la loyauté. Ce genre de scène, répétée, illustre le double mouvement qui ronge leur relation. Ivan forme son fils pour tenir son rôle, mais chaque signe de compétence semble éveiller en lui une jalousie ou un soupçon. En 1575, Ivan marie son fils à Eudoxie Sabourova. 3 mois plus tard, il enferme la jeune épouse au couvent sous prétexte d'infertilité. Le prince proteste timidement, et le père réagit en l'isolant 10 jours dans ses appartements. C'est un scénario qui se répète, un geste d'autorité, suivi d'une humiliation, renforçant chez le fils un sentiment d'impuissance. L'historienne Isabelle de Madariaga y voit une logique profonde. Ivan ne pouvait envisager sa propre fin, ni tolérer qu'un autre prenne sa place, même son sang. Pourquoi cette incapacité à transmettre sereinement le pouvoir ? La réponse se niche peut-être dans son passé. Orphelin de père à 3 ans, puis de mère à 8, Ivan grandit dans un environnement violent, dominé par les intrigues des boyards. Enfant oublié, humilié, il nourrissait déjà une rancune tenace. Devenu tsar, il voit son autorité comme un mandat divin, indiscutable. La perspective d'une succession organisée, d'un héritier clairement désigné, lui semble un aveu intolérable, le signe qu'il pourrait mourir, qu'il pourrait être remplacé. Cette peur, intérieure, constante, colore sa relation avec son fils et alimente le paradoxe. L'amour paternel contrarié par l'impossibilité psychologique de laisser un autre prendre sa place. Quand on relit ses premières décennies de règne avec la suite en tête, tout paraît en germe. Le bâtisseur rationnel, le père attentif, mais aussi l'homme disloqué par la perte intime, obsédé par la trahison, incapable d'admettre qu'un autre dirige. Chaque geste de tendresse se fissure d'une méfiance latente. Chaque réformateur éclairé laisse entrevoir le futur tyran. Ces fissures suffisaient-elles à briser la confiance filiale ? Ou auraient-elles pu être contenues avant que la méfiance ne devienne un système de gouvernement ? Car le pas suivant ne consiste plus en réforme ou en geste symbolique. Il s'agit d'une réorganisation radicale du royaume, mise au service non du progrès, mais de la peur. C'est là que commence une phase nouvelle, où la paranoïa du tsar ne se contente plus de miner sa famille, elle façonne tout un État. Chapitre 2. La machine paranoïaque. En 1565, Ivan introduit une nouveauté inquiétante dans l'organisation du pouvoir, l'Oprichnina. Ce système coupe littéralement le pays en deux. D'un côté, la Zemshchina, l'espace encore formellement confié aux boyards et aux structures traditionnelles. De l'autre, l'Oprichnina, un territoire réservé au tsar, contrôlé par ses propres agents.
Dans ces régions, ce ne sont plus les lois ordinaires qui s'appliquent, mais l'arbitraire d'une police personnelle qui prête serment directement à Ivan. Les hommes chargés de cela, les oprichniks, deviennent vite des figures presque spectrales dans l'imaginaire collectif. Vêtus de noir, chevauchant des destriers eux aussi sombres, avec pour symbole accroché à leur selle une tête de chien et un balai. Il ne s'agit pas d'ornement. Le message est clair, flairer les ennemis et balayer toute opposition. Les récits de l'époque évoquent leur méthode autant que leur image. Ils apparaissent à la nuit tombée, frappant à la porte de familles entières, souvent accusées sans preuve. Certains, en un instant, se voient irradiés de l'existence publique. Les plus malchanceux subissent like la violence des purges dans leur chair. À Novgorod, en 1570, la répression tourne au carnage. Plusieurs milliers de personnes périssent à cause de soupçons de trahison. Les chroniqueurs parlent d'une ville figée par la terreur, d'un fleuve chargé de corps jetés depuis les quais. Quelques années plus tôt, le métropolite Philippe, chef de l'église russe, avait tenté d'alerter le tsar sur les excès de ses agents. Pour cette audace, il est étranglé dans sa cellule, en silence. 2 épisodes suffisent à comprendre le climat. Personne, ni les communautés entières, ni l'autorité religieuse elle-même, ne pouvait défier un pouvoir devenu soupçon permanent. Progressivement, le cercle des suspects s'élargit. Les anciens favoris du tsar, comme Alexis Basmanov, qui avait pourtant contribué à installer l'Oprichnina, tombent à leur tour. L'élimination des proches transforme la cour en lieu de crispation continue. Les boyards apprennent à se méfier de chaque geste, de chaque mot, comme si respirer de travers pouvait attirer une accusation. Le système ne se contente pas de punir, il entretient l'incertitude, laquelle devient une arme bien plus efficace que le châtiment lui-même. Même les liens familiaux ne garantissent rien. En 1569, le cousin d'Ivan, Vladimir de Staritsa, est exécuté avec ses enfants. Sa mère, tante du tsar, est noyée sur ordre direct. L'onde de choc est immense. Si le sang même du grand-duc ne protège pas, alors personne n'est intouchable. Les envoyés étrangers décrivent un souverain qui dort en permanence entouré de gardes, changeant de chambre chaque nuit, comme un fugitif installé dans son propre palais. On entrevoit un monarque cerné par ses propres alarmes, inventant chaque jour de nouvelles raisons de se barricader. Les excès ne se déploient pas uniquement à l'échelle publique. Les chroniques rapportent des crises de colère spectaculaires. En 1571, lors d'un conseil militaire, Ivan frappe son beau-frère au visage avec une telle violence qu'il perd un œil. Un autre jour, un serviteur verse maladroitement du vin et reçoit pour punition un supplice qui dure jusqu'à l'effondrement du tsar d'épuisement. Ces gestes imprévisibles dessinent le portrait d'un homme dont l'humeur détermine le sort de tous ceux qui l'entourent. Les médecins du palais eux-mêmes doivent se soustraire à sa vue quand ses migraines le rendent trop instable, tant sa réaction est jugée dangereuse. Pour mieux saisir la nature de cette machine paranoïaque, certains historiens contemporains la comparent à des figures postérieures. On pense à Staline pour la puissance d'une police politique omniprésente, à Néron pour l'élimination cruelle de la famille, à Caligula pour la contradiction permanente entre éclairs de lucidité et instants de folie destructrice. Mais Ivan se distingue par une ironie particulière. Il démantèle pierre après pierre les institutions qu'il avait lui-même mises en place au départ. Les tribunaux qu'il avait réformés s'effacent devant des exécutions sommaires. Les assemblées consultatives disparaissent, sous la peur. Les gardes qui devaient sécuriser l'État se chargent maintenant d'écraser jusqu'au souffle de ses habitants. Dans ce climat, l'héritier Ivan Ivanovitch ne peut qu'occuper une place ambiguë. Le jeune prince, instruit, vif, conseillé par certains des esprits les plus capables du royaume, incarne tout ce que son père avait rêvé de former. Mais c'est précisément ce qui le condamne aux yeux du tsar. Chaque succès du fils se transforme en menace potentielle. En 1577, il obtient une victoire militaire contre les Suédois. On s'attend à une réception triomphale. Le tsar le laisse pourtant plusieurs mois sans audience, comme si cette réussite créait une ombre insupportable dans laquelle il refusait de se tenir. Les récits des ambassadeurs étrangers complètent cette image. L'anglais Jérôme Horsey
Note que le jeune homme se tient comme une ombre derrière son père, oscillant entre reconnaissance et effacement, jamais complètement valorisé, jamais totalement disqualifié. D'autres diplomates observent les conseils. Chaque intervention du tsarévitch est aussitôt corrigée, parfois ridiculisée devant l'Assemblée. On raconte aussi des banquets où le tsar force son fils à boire à l'excès, incompatibilité entre convivialité et humiliation publique. Peu à peu, vous imaginez la scène. Un jeune homme réduit à exister dans un espace où l'approbation dure 1 heure, l'humiliation le lendemain. Certaines scènes marquent durablement. En 1578, lors d'une procession, Ivan trébuche devant la foule. Son fils accourt pour le relever. Mais le geste filial, au lieu d'apaiser, déclenche une gifle brutale, accompagnée de l'accusation « Tu guettes ma mort avec impatience ». L'incident devient public, impossible à oublier. On devine la fracture. Il n'existe plus de geste sincère qui ne soit retourné contre le fils. Les oprichniks, quant à eux, ne se limitent pas aux ennemis du royaume. Ils s'emploient à surveiller désormais l'entourage direct du tsarévitch. Ses lettres sont interceptées, ses serviteurs interrogés, ses fréquentations chaque jour rapportées. Un murmure critique contre une décision du tsar suffit à l'isoler pendant 1 mois. À force d'espionnage intime, la maison princière ressemble de plus en plus à une cellule surveillée. Peu à peu, le palais devient une chambre d'écoute, où chaque geste familial est suspect, chaque silence interprété comme un risque caché. Cette obsession atteint même les écrits du tsar. Dans ses correspondances, il insiste de plus en plus sur le fait que son devoir principal est envers Dieu et la couronne. L'amour paternel, l'affection filiale deviennent secondaires, presque indignes. À travers ce discours, on comprend comment le pouvoir absolu vient contaminer les liens les plus élémentaires, jusqu'à transformer ce qui devait unir en instrument de soupçon. Certains commentateurs religieux comparent Yvonne au roi biblique Saül, rongé par la jalousie et la peur de perdre sa grâce. Les pages de ces années montrent un souverain pris dans un cercle impossible à rompre. Chaque mesure prise pour assurer son autorité l'enferme davantage dans la méfiance. Plus il renforce ses gardes, plus il s'entoure de spectres. Plus il écarte les conseillers, plus il s'isole de toute voie rationnelle. Même ses moments de lucidité trahissent cette spirale. Il admet parfois qu'en cherchant à protéger son trône, il a fini par alimenter les flammes qui le consument. Ainsi, il devient presque naturel de saisir pourquoi la figure du fils se transforme, dans cette logique inversée, en problème central. Après avoir éliminé ses rivaux extérieurs, après avoir réduit au silence les boyards et les prélats, Ivan se retrouve face à la menace intime qui incarne toutes ses angoisses, son héritier. Cette transition ouvre une étape décisive, où la lueur d'un jeune homme brillant ne fait qu'exagérer les ombres qui s'agitent dans l'esprit paternel. C'est là que l'histoire basculera de la méfiance chronique à la tragédie irrémédiable. Chapitre 3. Un héritier trop brillant. Ivan Ivanovitch entre dans l'âge adulte avec des qualités qui attirent rapidement les regards. Les chroniques le décrivent comme un jeune homme de taille moyenne, aux yeux vifs, la barbe soigneusement taillée et portant toujours une simple croix orthodoxe en argent. Détail frappant quand on sait combien son père affectionnait les bijoux lourds et étincelants. Son éducation est complète. Il maîtrise le latin, connaît la théologie et montre de vraies aptitudes à la guerre. En 1577, à seulement 23 ans, il se distingue déjà en Livonie, en menant avec succès une campagne contre les Suédois. Les contemporains soulignent la maîtrise tactique d'un commandant qui semble né pour diriger. Cette aisance devient pourtant son premier malheur. Les rapports du gouverneur de Pskov décrivent un jeune homme attentif aux boyards locaux, capable d'écouter patiemment leurs doléances avant de trancher avec équité. Ce talent diplomatique, symbole d'une maturité politique rare, aurait été une fierté pour la plupart des pères. Mais pas pour Ivan le Terrible. Chez lui, toute popularité indépendante de son autorité se transforme en menace. L'historien allemand Erich Palmquist, témoin de la vie russe lors de ses voyages, résume avec justesse: le tsarévitch trouve le moyen de se faire aimer là où son père exige seulement d'être craint.
La tension s'aiguise à mesure que des incidents publics révèlent leur rivalité. En 1578, lors d'une audience avec des marchands anglais, le jeune Ivan corrige poliment une remarque commerciale de son père. Le tsar réagit sèchement. Il l'expulse de la salle sous les yeux médusés des témoins et l'exclut temporairement des conseils. Un an plus tard, l'ambassadeur polonais Piotrowski envoie une note à sa cour. Selon lui, le tsar ressemble à un vieux lion qui ne supporte pas d'entendre rugir son petit. Chaque épisode de ce type condense en quelques instants la blessure plus profonde. À chaque fois que le fils s'affirme, il est écrasé. Certaines voix tentent néanmoins d'apaiser ces rapports. La troisième épouse d'Ivan, Marfa Sobakina, aurait organisé de petits dîners pour rapprocher le père et le fils. Mais cette tentative dure à peine 2 semaines. La tsarine meurt subitement après 15 jours de mariage, et le tsar reprend avec force sa logique de suspicion. Convaincu d'un empoisonnement orchestré par des boyards, il exécute une dizaine de membres de famille, accusés sans preuve. Le jeune Ivan, lui, se retrouve sanctionné d'une façon encore plus intime. Interdit, pendant 1 an, de participer aux messes publiques, au prétexte qu'il serait trop proche des ennemis. Les traces médicales de cette époque donnent un aperçu plus humain de la souffrance du tsarévitch. Le docteur anglais Robert Jacob, attaché à la cour, note en 1579 l'angoisse manifeste du prince à chaque rencontre avec son père. Ses mains tremblaient visiblement dès qu'il devait lui présenter un rapport. Un autre médecin a décrit une habitude devenue obsédante. Le jeune homme faisait tourner sans cesse une bague sur son doigt lorsqu'il se trouvait en présence du tsar. Ces témoignages brossent un tableau douloureux, un héritier écrasé, figé entre le devoir filial et la peur constante. En 1580, une étape supplémentaire fait exploser cette tension. Ivan Ivanovitch épouse Eudoxie Sabourova. Mariage arrangé selon les normes de l'époque. Les mois passent sans grossesse, et le tsar transforme cette situation privée en affaire publique. Il accuse sa belle-fille de stérilité et l'envoie de force au couvent. Quand son fils ose protester, Ivan ordonne une punition humiliante. Le tsarévitch est battu par des gardes devant la cour entière. Un témoin oculaire décrit la scène. Le tsar ne bronchait pas, son visage demeurait figé, mais ses doigts serraient son bâton tellement fort qu'ils en blanchissaient. Les échanges écrits entre père et fils, transmis par fragments, confirment le climat délétère. On y lit un mépris croissant. Le père accuse son héritier de confondre théorie et pouvoir réel, comme si toute étude des livres n'était rien face au sang et à la peur. Le fils réplique avec prudence, insistant que sa seule école reste l'exemple de son père. Derrière ces mots, on sent la tension d'un dialogue où chacun se lit comme un adversaire et non plus comme un parent et un enfant. La question polonaise envenime encore davantage leur relation. En novembre 1581, les campagnes militaires contre la Pologne tournent mal pour la Russie. Le tsarévitch propose un changement de méthode. Plutôt que d'attaquer de front, il recommande une trêve temporaire, le temps de se réarmer. Son père y voit une trahison larvée. Les chroniqueurs relatent alors une scène glaçante. Au conseil de guerre, Ivan se lève, frappe son fils de son sceptre avec tant de violence que 2 dents sont brisées avant de hurler que seuls les traîtres parlent de paix. Le fils, saignant, quitte la pièce devant l'assemblée médusée. Même le vocabulaire officiel évolue de manière inquiétante. Les documents où Ivan évoquait jadis son fils comme son petit faucon se transforment. Il parle désormais de jeune serpent ou d'élève des traîtres. Les diplomates étrangers constatent en parallèle que le tsar écarte systématiquement l'héritier des négociations importantes, au motif de son inexpérience, alors même qu'il lui avait confié des campagnes dès l'âge de 23 ans. Un paradoxe brutal. Plus l'héritier prouve ses compétences, plus son père les retourne en accusation. Le dilemme est insoluble. Qu'il prenne la parole. Ivan Ivanovitch est soupçonné de chercher à supplanter son père. Qu'il se taise. On le considère comme indigne du trône. Les serviteurs du Kremlin eux-mêmes perçoivent la tension. L'un d'eux raconte avoir surpris le tsarévitch en larmes dans une chapelle, priant comme si son âme était déjà en danger. Un cuisinier rapporte que le tsar exige désormais que son fils goûte chaque plat avant lui,
renversant l'ordre naturel du rapport filial, comme si le père se protégeait de son propre sang. Le climat de la cour devient si oppressant que la tragédie paraît inévitable. L'amour filial n'a plus d'espace. La crainte et la défiance dominent. Père et fils vivent désormais sous le même toit, comme deux rivaux étrangers, entourés de regards qui scrutent leurs moindres gestes. La scène est prête pour un conflit qui ne se résoudra plus par des mots et qui attend son moment pour éclater. Chapitre 4. Le jour fatal. C'était un soir de novembre 1581, dans le palais Alexandre, l'une des résidences secondaires du tsar près de Moscou. Ivan le Terrible, alors âgé de 51 ans, se trouvait dans ses appartements privés après le souper. Selon le récit du prêtre Bogdan Belsky, l'atmosphère paraissait lourde, mais en apparence ordinaire. Le tsar feuilletait des documents, tandis que son fils, Ivan Ivanovitch, 27 ans, se tenait près d'une fenêtre. L'incident commença sur un détail apparemment anodin, la tenue de la tsarine enceinte. Cette dernière aurait traversé la pièce vêtue d'une robe jugée inappropriée par son beau-fils. Certains témoins rapportent qu'il lui reprocha une ceinture trop serrée pour son état. Rien n'indique que cette tenue fût réellement scandaleuse, mais pour le tsarévitch, qui avait déjà vu d'autres épouses de son père disparaître tragiquement, ce manque de précaution semblait intolérable. Il formula une remarque discrète, audible cependant de son père. Ce fut suffisant pour déclencher la catastrophe. Ivan le Terrible, irrité par ce qu'il perçut comme une critique de son autorité domestique, se leva brusquement et frappa son fils au visage avec son sceptre, lourd bâton qu'il gardait toujours près de lui. « Tu critiques ma maison maintenant ?» aurait-il crié selon les notes du médecin anglais Robert Jacob. Le jeune prince, sonné, porta la main à sa tempe d'où coulait déjà un mince filet de sang. Contrairement à son habitude, il ne se contenta pas de baisser les yeux. Il répliqua d'une voix ferme « Une vraie maison n'a pas besoin de sangles de fer pour tenir debout. » Ces mots mirent le feu aux poudres. Pris d'une fureur soudaine, le tsar agrippa les cheveux de son fils et, toujours avec son sceptre, frappa de nouveau à plusieurs reprises. Les coups atteignirent à son épaule, son dos, puis, d'après Bogdan Belsky, témoin direct, un ultime coup s'abattit violemment sur la tempe. Ivan Ivanovitch s'effondra au sol. Le sang s'échappa de son oreille, laissant peu de doute quant à la gravité de la blessure. L'instant suivant reste décrit comme glaçant. Le tsar continuait de vociférer, debout devant le corps de son héritier inerte. Puis ses traits changèrent, passant de la rage à l'effroi. Belsky rapporte qu'Ivan tomba alors à genoux, secouant le corps de son fils et appelant à grands cris un médecin. La tsarine enceinte, alertée par le bruit, entra dans la pièce. À la vue de son beau-fils gisant dans une mare de sang, elle perdit connaissance. Ainsi, en quelques minutes, une querelle insignifiante s'était transformée en drame irréversible. Les témoins s'accordent sur 3 constatations immédiates. Le tsarévitch respirait encore, très faiblement. Son crâne présentait une fracture visible, et le sceptre royal gisait à côté, fendu en deux par la violence des coups, comme un sinistre symbole. Le médecin allemand Arnoldi, appelé en urgence, laissa un témoignage troublant. Il note que lorsque le tsar tenta de redresser la tête de son fils pour lui verser un peu d'eau, le jeune homme ouvrit les yeux quelques instants et murmura des paroles que certains crurent, voire inspirées par l'Évangile. « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le médecin insiste. Ce détail lui fut rapporté par un autre présent dans la chambre, et lui-même ne put en vérifier la teneur. Cette phrase, transmise par les témoins, a néanmoins marqué les contemporains. Pendant 3 jours, le palais d'Alexandre se transforma en infirmerie improvisée. Le tsarévitch, alité, vacillait entre conscience et inconscience. Ivan le Terrible, rongé d'angoisse, resta de longues heures près de lui. Selon les notes d'Arnoldi, le souverain se montrait instable, alternant prières douloureuses, jeûnes improvisés et éclats de colère contre les médecins qui ne parvenaient pas à soulager son fils. Chaque tentative de traitement échouait. Le 3e jour, une tempête de neige soufflait sur Moscou. Dans la chambre, les cierges brûlaient, tandis qu'une procession de prêtres administrait les derniers sacrements. Selon les récits recueillis après coup, Ivan Ivanovitch expira doucement dans la nuit, sous le regard effondré de son père. L'héritier de Russie venait de mourir des suites d'un coup.
porté par le tsar lui-même. À partir de cet instant, les gestes du souverain reflétèrent que ce mélange déroutant qui caractérise sa personnalité. D'un côté, il proclama immédiatement un deuil national de 40 jours, fit distribuer de généreuses aumônes au monastère et ordonna des prières ininterrompues pour le salut de l'âme de son fils. De l'autre, il fit exécuter le médecin personnel du tsarévitch, l'accusant d'incompétence, et envoya en exil plusieurs proches serviteurs du défunt, soupçonnés d'avoir nourri en lui de mauvaises idées. Les observateurs étrangers décrivirent ce paradoxe: prière et bienfait charitable d'un côté, punition brutale de l'autre. Les funérailles se déroulèrent à la cathédrale de l'Archange Saint-Michel, au Kremlin. Le corps fut exposé sous un dais de soie, vêtu d'habits royaux. L'ambassadeur polonais Piotrowski rapporte qu'Ivan le Terrible, en entrant dans l'église, se jeta en pleurs sur le cercueil. Quelques minutes plus tard, incapable de supporter la vue de son fils, il s'enfuit brusquement, laissant la cérémonie se poursuivre sans lui. L'image d'un père éploré mais absent résonna longtemps parmi les Russes. Les semaines qui suivirent renforcèrent l'impression d'un tsar égaré. On raconte qu'il ordonna la destruction de toutes les peintures représentant son fils, puis demanda à ce que son nom soit effacé des prières officielles, comme pour l'effacer de la mémoire liturgique. Mais, simultanément, il conserva précieusement une mèche de ses cheveux dans un coffret d'or, et parlait parfois de lui comme d'un martyr. D'autres jours, il le traitait de traître, même mort. Cette oscillation trouble entre vénération et rejet illustre le déséquilibre émotionnel qui dominait alors son esprit. La futilité du grief initial laisse les chroniqueurs perplexes. Selon eux, la robe portée par la tsarine n'avait probablement rien d'indécent, et la remarque du fils fut exprimée d'un ton modéré. Mais, après des années de suspicion accumulée, chaque geste, chaque regard, chaque mot du tsarévitch devenait une provocation. Le sceptre royal, emblème du pouvoir, s'était transformé en arme contre sa propre lignée. Dans ce climat, certains médecins notèrent aussi que le jeune prince souffrait de santé fragile. Ils évoquèrent des signes récurrents d'épuisement et de toux chronique, ce qui laissait penser qu'il n'aurait peut-être pas survécu longtemps, même sans ce coup fatal. Mais rien de certain ne permet de dire qu'il était condamné à brève échéance. Ce qui demeure certain, c'est que la violence de son père a brusquement mis un terme à toute possibilité d'avenir dynastique stable. Aujourd'hui encore, la pièce du palais Alexandre, où la scène se serait déroulée, existe, bien que son emplacement exact fasse débat. Les guides se contentent souvent d'une allusion discrète à une dispute familiale tragique. Pourtant, certains visiteurs affirment apercevoir de légères traces sombres sur les boiseries, malgré les restaurations. Qu'elles soient ou non authentiques, elles entretiennent une mémoire lourde, gravée dans les murs. Cet épisode marque une rupture. Le tsar, qui avait bâti son règne sur la crainte, s'est retrouvé meurtrier de son propre héritier. Et dès le lendemain, chaque geste qu'il posera devra composer avec ce drame figé dans la mémoire de sa cour. C'est ce contraste immédiat entre remords affichés et justification autoritaire qui définira la suite. Chapitre 5. L'après-coup. Les lendemains du drame n'eurent rien de paisible. Dans les couloirs du Kremlin comme dans les monastères reculés, on sentait planer une tension nouvelle. Le tsar, désormais privé de son fils aîné, oscillait entre manifestations publiques de repentir et réactions brutales qui rappelaient encore sa nature imprévisible. Ce mélange déroutant donna ses couleurs particulières à l'après-coup. Dès les premiers jours, il fit transporter le corps de son fils jusqu'à la cathédrale de l'Archange Saint-Michel, mais il déclina de se montrer lors de la mise en bière. Un moine du monastère Antoniev raconte l'avoir vu errer cette nuit-là dans les galeries glacées du palais, pieds nus sur la pierre, récitant à voix basse des fragments de psaumes. L'image d'un souverain brisé paraissait frappante, mais nul ne pouvait ignorer la part de mise en scène qui entourait ce spectacle. Peu après, Ivan convoqua les boyards pour s'expliquer publiquement. Le procès-verbal de cette audience, conservé aux archives de Moscou, montre la tentative d'offrir une version maîtrisée des faits. Il parle d'un accident
survenu lors d'une querelle animée avec son fils, affirmant que le tsarévitch avait rencontré par malheur le sceptre en tombant. Mais les observateurs notèrent que ses mains tremblaient au point d'interrompre la lecture et qu'il fit répéter au scribe plusieurs phrases pour qu'elles soient bien retranscrites. À travers ses maladresses, sa fragilité transparaissait malgré le récit officiel. Dans ce même mouvement, Ivan multiplia des gestes de pénitence grandioses. Il distribua des aumônes dans les monastères, y compris ceux qu'il avait ravagés quelques années auparavant en pleine Oprichnina. Les registres du monastère de Solovki gardent trace de dons si importants qu'ont pu financer des cérémonies pendant 50 ans. De nombreux prisonniers, certains enfermés depuis une décennie, furent libérés. Les chroniqueurs interprétèrent différemment ces gestes, peut-être la recherche sincère d'un pardon divin, peut-être une stratégie politique destinée à raffermir son image. Mais cette contrition ne l'empêcha pas de sévir. Son médecin personnel, qui avait soigné le tsarévitch dans les dernières heures, fut exécuté sous prétexte de négligence, selon le témoignage du moine Antoniev. 2 serviteurs qui s'étaient trouvés proches de la scène disparurent dans des circonstances qualifiées d'accidentelles, sans qu'on puisse déterminer ce qui relevait de la répression ou du hasard. Cette dualité constante brouille toute lecture unique. L'homme en lui se flagellait, tandis que le souverain cherchait à maintenir peur et contrôle. Son expression religieuse prit aussi des formes extrêmes. Durant le grand carême de 1582, il fit aménager dans le palais une petite cellule où il s'enfermait la nuit pour prier, parfois jusqu'à la flagellation, imitant les pratiques des moines les plus rigoristes. Le boyard Mikhaïl Belski, qui osa lui suggérer de tempérer ce zèle, fut envoyé dans un cloître lointain. Ce détail, rapporté par les annales, confirme que ces pénitences devenaient en soi un instrument politique. La correspondance du tsar illustre ce contraste intérieur. Dans une lettre adressée au métropolite Dionysius, il écrit « J'ai perdu mon soleil, et je marche désormais dans l'ombre. » Mais plus bas, il ajoute « Dieu corrige ceux qu'il aime, et il m'a retiré mon fils pour me punir de ma faiblesse envers lui. » Ce balancement entre douleur sincère et justification théologique ne fait que refléter son état instable. Les ambassadeurs étrangers, eux, fournirent des scènes frappantes. L'anglais, Jérôme Orsay, note qu'Ivan, siégeant en conseil, s'interrompit soudain pour fixer la chaise vide de son fils, avant d'éclater en ordres incohérents comme s'il parlait à un interlocuteur invisible. Dans l'intimité, d'autres rituels apparaissaient. Chaque soir, un couvert était dressé pour le défunt, avec les plats qu'il appréciait. Le tsar fixait longuement cette assiette immobile, sans toucher à son propre repas, plongé dans un silence pesant. Il demandait aussi que des bougies brûlent en permanence devant l'icône familiale, comme pour marquer une présence invisible. Ces scènes nous sont rapportées par les domestiques et par des notes de missionnaires étrangers, toujours intrigués par ces étrangetés à mi-chemin entre piété sincère et théâtre domestique. Au printemps 1582, survint aussi un épisode singulier. Ivan fit exhumer le corps de son cousin Vladimir, qu'il avait fait mettre à mort 13 ans plus tôt, et organisa de fastueuses funérailles pour le réunir symboliquement à ses ancêtres. Dans le même temps, il ordonna qu'un office religieux soit célébré pour Vladimir et Ivan Ivanovitch ensemble, comme si les 2 figures devaient être associées en mémoire. Cet acte a suscité des interprétations diverses. Certains y ont vu une reconnaissance indirecte de ses crimes passés, d'autres un simple effort de réconciliation posthume destiné à apaiser les mémoires et à redorer son autorité spirituelle. Rien ne prouve une intention précise, mais ce geste illustre le besoin d'entrelacer politique et pénitence. Le clergé tenta aussi d'encadrer ce désarroi. Plusieurs évêques murmurèrent qu'il ferait mieux de se retirer dans un monastère pour expier. Mais Ivan refusa avec force, incapable de renoncer au trône. Il accepta toutefois des pèlerinages de soumission, notamment devant les reliques de Saint-Serge, de Radonej. Un récit du moine Isaïe décrit sa prosternation de 3 jours, sans nourriture, étendu face au tombeau du saint. Par ce rituel sonore et visible, le tsar accentuait sa quête de rédemption, en public et devant Dieu. Les historiens, aujourd'hui,
restent partagés sur le sens de ses comportements. Pour l'historienne Natalia Pushkareva, nombre de ces gestes relèvent d'une manœuvre habile, visant à préserver l'alliance avec le clergé et à rassurer une cour choquée. Pour Charles Halperin, historien américain, il s'agit plutôt d'une crise existentielle bien réelle, nourrie par la perte brutale d'un fils formé à gouverner. Impossible, en vérité, de trancher entre ces lectures. La seule certitude est que les dons massifs et les privilèges redistribués au monastère coïncidèrent avec un apaisement relatif des tensions religieuses dans les années qui suivirent. Mais en arrière-plan, la question la plus pressante s'imposait. Ivan venait de tuer celui qu'il avait longuement préparé comme son successeur, le seul fils doté des compétences et de l'autorité suffisante pour prolonger son œuvre. En détruisant son héritier, il avait aussi sapé le socle de stabilité de sa dynastie. Les boyards l'avaient appris, les ambassadeurs étrangers aussi. La Russie venait de perdre en une nuit l'homme qui aurait pu incarner sa continuité. Politiquement, cette perte crispait davantage tous les acteurs. Les élites commençaient à douter de l'avenir du trône, et les regards se tournaient vers le seul héritier encore en vie. Mais ce dernier n'avait ni la force, ni la préparation de son frère aîné. Et c'est là, dans ce vide ouvert au sommet du pouvoir, que se jouera la suite. Car le drame n'éteignait pas seulement une relation père-fils, il compromettait désormais la succession entière du royaume. Chapitre 6. Une succession compromise. À partir de 1581, la question successorale s'impose brutalement au Kremlin. Désormais, toute l'attention se tourne vers Fiodor, le second fils d'Ivan. Âgé de 24 ans, il se retrouve seul héritier direct de la dynastie. Mais les descriptions laissées par les contemporains sont unanimes. Il n'a ni la force, ni la lucidité, ni l'énergie nécessaire pour gouverner un empire agité. L'ambassadeur anglais Giles Fletcher, qui séjourne alors à Moscou, le décrit comme plus apte à tenir un chapelet qu'un sceptre. Beaucoup de chroniqueurs suggèrent aujourd'hui qu'il souffrait d'un trouble intellectuel, peut-être hérité des fréquents mariages consanguins de la lignée des Riourikides. Le quotidien de Fiodor illustre ce décalage. Ses journées se passent dans les églises, parfois 7 ou 8 heures d'affilée. Il se livre à d'interminables génuflexions, multiplie les signes de croix, commande des icônes par centaines et fait enluminer les plus splendides avec de l'or et des pierres. Ses dépenses religieuses dépassent parfois les budgets militaires. Son père lui avait donné les meilleurs précepteurs, mais les rapports laissent entendre qu'à 12 ans, il peinait encore à lire correctement. Ce contraste avec son frère défunt, réformé et formé dès l'adolescence à la guerre et au gouvernement, frappe douloureusement la cour. Dans les conseils, la différence s'exprime crûment. Ivan Ivanovitch menait des troupes. Fiodor se souciait plutôt de liturgie. Le boyard Mikhaïl Tatishev rapporte un épisode révélateur. En pleine réunion sur la guerre contre la Suède, Fiodor interrompt la discussion militaire pour demander combien d'anges pouvaient danser sur la pointe d'une épée. Une remarque d'école théologique prononcée dans l'espace réservé aux décisions d'État. L'Assemblée aurait gardé le silence, stupéfaite de son décalage avec la réalité politique. Ivan le Terrible, conscient de l'inadaptation de son fils, tente pourtant de sauver ce qui peut l'être. Il l'entoure d'un guide expérimenté, Boris Godunov, son beau-frère, homme rusé et ambitieux, qu'il place à ses côtés pour redresser ses lacunes. Les lettres privées du tsar révèlent cependant une détresse croissante. « Dieu m'a donné 2 fils, écrit-il, l'un trop intelligent pour son propre bien, l'autre trop sain pour ce monde. Et plus loin, je prépare un moine à devenir tsar. » Dans ces phrases, on lit à la fois la tendresse d'un père et l'amertume d'un souverain qui constate son impuissance. La cour s'envenime dans cette faiblesse. 2 camps se dessinent. Ceux qui soutiennent Godunov, voyant en lui l'homme fort qui pourra gouverner à travers Fiodor, et les vieilles familles boyardes qui espèrent exploiter l'inexpérience du futur tsar pour regagner des privilèges perdus. Ivan apparaît lui-même hésitant. Parfois, il présente Fiodor fièrement lors des cérémonies. D'autres fois, il l'ignore pendant des semaines, comme s'il pressentait un vide impossible à combler. Les tentatives d'établir une descendance par mariage
se solde par de nouveaux drames. Sa première épouse, Praskovia Solova, meurt seulement 2 ans après leurs noces. Certains contemporains soupçonnèrent un empoisonnement, peut-être orchestré par des rivaux avides d'affaiblir sa famille. Ivan ne chercha jamais à confirmer ces rumeurs, mais la blessure demeura. La seconde épouse, Irina Godunova, sœur du rusé Boris, s'impose rapidement comme son soutien principal. Les envoyés étrangers notent qu'en audience, Fiodor répète sans écart ce qu'elle lui souffle discrètement à l'oreille. Irina devient ainsi non seulement son épouse, mais aussi sa voix. En 1582, le tsar multiplie les recours désespérés. Il fait venir des médecins de Venise pour tenter d'évaluer, voire d'améliorer, l'esprit de son fils. Le rapport officiel s'est perdu, mais une lettre retrouvée à Padoue mentionne des examens embarrassants, incapacité à résoudre des énigmes faciles, maladresse dans les gestes. Cette tentative confirme le doute. Fiodor ne serait jamais un gouvernant solide. Pendant ce temps, les voisins guettent les failles. La Pologne, la Suède et même le Khanat de Crimée apprennent la mort d'Ivan Ivanovitch et redoublent leurs assauts aux frontières. Les boyards intègrent eux-mêmes le problème comme une opportunité. Sans souverain fort, leurs anciennes ambitions reviennent. Dans les derniers mois de sa vie, Ivan multiplie alors les ordres contradictoires. Un jour, il proclame Fiodor Kotsar pour légitimer sa position. Le lendemain, il menace de le déshériter, comme pour éprouver la loyauté de ses conseillers. Un incident éclaire bien la fragilité de cette situation. En 1583, lors d'une réception avec des diplomates suédois, Fiodor, préparé minutieusement par Godunov, parvient à lire son discours convenu. Mais quand une question imprévue surgit sur un traité, il se met à pleurer, abandonne la salle et demande à rejoindre les saints par la prière. L'assemblée restée muette conserve l'image d'un prince incapable d'improviser, paralysé par un simple contretemps. Ivan rédige son testament en 1584. Le texte, encore conservé aux archives, reflète sa détresse. Il répète 87 fois le nom de Fiodor, le qualifiant de petit tsar ou de rejeton pieux. Mais surtout, il crée autour de lui un conseil composite. Boris Godunov, 2 boyards pourtant ennemis acharnés, et le métropolite de Moscou. Cet assemblage hétérogène laisse deviner une réalité brutale. Même le tsar reconnaît que son fils ne régnera pas seul. Il faudra encadrer ce monarque fragile, au prix d'une alliance instable et pleine de fissures. Quand Ivan le Terrible meurt en mars 1584, empoisonné, disons certains, mais sans preuve certaine, Fiodor est tiré en hâte de ses offices pour être sacré. La cérémonie montre déjà l'ampleur du problème. Le nouvel empereur demande à plusieurs reprises si son père assistera à son propre couronnement. Ses larmes surprennent les dignitaires. Son absence d'autorité glace les témoins. Fiodor accède au trône moins comme souverain que comme symbole. Son règne dure 14 ans. Entre hésitation et repli, il ne résiste ni aux famines, ni aux incursions, ni aux intrigues. Ses décisions se réduisent souvent à des prières collectives et à des célébrations liturgiques. Les ambassadeurs le décrivent comme un homme doux, incapable de colère, mais tout aussi incapable de commander. En coulisses, Godunov et Irina gouvernent réellement, dissimulant tant bien que mal la vacuité du trône. Les dernières années de Fiodor apparaissent presque pathétiques. Retiré du monde, il trouve son seul plaisir à faire sonner lui-même les cloches du Kremlin, y passant parfois des heures entières. Les récits étrangers assurent qu'il entretient des conversations avec les icônes, persuadé que les saints lui répondent. Quand on lui met sous les yeux des documents officiels, il signe sans lire, d'une écriture large et enfantine, qui contraste de façon frappante avec la signature énergique de son père. Un détail marquant achève ce portrait. Fiodor se fait construire un double trône, un fauteuil vide, toujours placé à ses côtés. Les serviteurs chuchotent. Certains pensent qu'il destine ce siège à Irina, toujours présente pour l'aider. D'autres croient qu'il le réserve à son père défunt, continuant de régner à travers lui. L'image est forte. Un tsar assis, mais jamais vraiment seul, comme si le pouvoir lui échappait jusque dans la disposition des sièges.
Lorsque Fiodor meurt en 1598, sans héritier, la lignée des Riorikides s'éteint. Les boyards plongent immédiatement dans les rivalités, et la désorganisation déborde sur tout le territoire. À Moscou, les cloches continuent de sonner, mais plus personne ne tient fermement le sceptre. La cour, privée d'un prince apte, se transforme en champ d'influence. Et ce vide, ouvert au centre du royaume, annonce déjà une époque nouvelle. Une époque où intrigue, famine et envahisseurs s'entremêleront dans un chaos d'une intensité inédite. Une époque que l'on retiendra sous un nom aussi simple que terrible, le temps des troubles. Chapitre 7. Le temps des troubles. Le décès d'Ivan en 1584 ne clôt pas simplement un règne. Il ouvre une période d'incertitude profonde que les historiens russes appelleront plus tard le temps des troubles. Derrière ce terme presque abstrait se cache une succession de catastrophes très concrètes. Un vide dynastique, l'ingérence d'étrangers, des années de famine, et enfin un soulèvement populaire qui rebâtira une autorité nationale. Fiodor Ier, fils survivant et héritier officiel, entre en scène dans des conditions déjà fragiles. Amené presque contre sa volonté devant le trône, il apparaît comme un souverain effacé, absorbé par ses prières et ses rituels. Ses premiers gestes donnent le ton. Il fait sonner longuement les cloches du Kremlin, symbole plus spirituel que politique. Très vite, le véritable pouvoir glisse vers son beau-frère, Boris Godounov, qui tient les leviers de l'État derrière ce tsar absent. Les voisins remarquent immédiatement cette faiblesse. Au sud, les Tatars incendient encore les faubourgs de Moscou en 1591. À l'ouest, la Pologne et la Suède profitent des hésitations pour relancer leurs offensives. Mais les menaces extérieures ne sont rien comparées aux désastres intérieurs. Entre 1601 et 1603, une série de récoltes ruinées provoque une famine sans précédent. Les témoignages évoquent des villages entiers désertés, des routes jonchées de corps et des familles obligées de quitter leurs terres. Dans certaines provinces, seule une partie réduite de la population survit, de sorte que les registres fiscaux restent vides pendant des années. Cette souffrance collective mine encore un peu plus la légitimité du pouvoir. En 1598, Fiodor s'éteint sans héritier. Avec lui disparaît la lignée des Riorikides, qui avaient gouverné la Russie depuis plusieurs siècles. Pour la première fois depuis longtemps, le trône n'a pas de successeur direct. Le Zemski Sobor, cette assemblée représentative, élit Boris Godounov comme tsar. Il a la compétence et l'ambition, mais son autorité repose sur un socle fragile. Beaucoup l'accusent, en coulisses, d'avoir supprimé par intrigue Dimitri, le plus jeune fils d'Ivan le Terrible, mort à Ouglitch dans des circonstances suspectes. Cette rumeur, jamais effacée, hante chaque décision de son règne. De là naît un phénomène singulier, l'apparition des faux Dimitri. En 1604, un jeune aventurier surgit en Pologne et proclame être le prince miraculé. Avec le soutien de magnates polonais et de religieux catholiques, il rassemble des combattants et franchit la frontière russe. Sa progression est facilitée par le mécontentement accumulé sous Godounov. Comme par un étrange hasard du calendrier, Boris meurt brusquement en 1605, laissant la voie libre à ce prétendant. Certains contemporains murmurent un empoisonnement, hypothèse relancée par des analyses modernes qui soupçonnent un poison minéral. Le faux Dimitri parvient à entrer à Moscou, prend place dans le Kremlin et ose même épouser une noble polonaise, dans l'enceinte même du pouvoir russe. Ce geste, perçu comme une provocation, choque les boyards et le peuple. Après un an de règne hésitant, une révolte éclate. Son corps est capturé, exposé à la foule, puis brûlé et dispersé. L'événement, rapporté par les chroniqueurs, illustre la violence de ce rejet. La mort de ce premier imposteur ne ramène pas la stabilité. D'autres surgissent, un deuxième, puis un troisième Dimitri. Chacun écopant d'une part de crédulité populaire et d'un soutien étranger intéressé. Dans cette confusion, les boyards se divisent, certains cherchant l'appui de la Pologne, d'autres celui de la Suède. Des bandes armées circulent dans les campagnes, pillant sans qu'aucune autorité centrale ne puisse les contenir. Entre 1605 et 1613,
Le pouvoir change de main à plusieurs reprises. Parfois, un nouveau dirigeant gouverne à peine quelques semaines avant de se voir renversé. Le chaos atteint son sommet en 1610 lorsque les troupes polonaises pénètrent dans Moscou et s'installent au Kremlin. Elles occupent les palais, transforment les églises en quartiers militaires, bouleversant l'ordre symbolique de la capitale. Pendant 2 années entières, aucun gouvernement russe légitime ne siège dans son propre centre politique. Pour beaucoup, c'est le point le plus bas de ce temps d'incertitude. Un pays si vaste, livré aux intentions d'autrui, sans voix unifiée. C'est alors que surgit un retournement inattendu. Dans la ville de Nijni Novgorod, un boucher nommé Kouzma Minin encourage les habitants à financer une armée populaire. Avec l'aide du prince Pojarski, cette force hétéroclite marche vers Moscou. Leur siège du Kremlin en 1612 devient un moment charnière. Les récits de l'époque décrivent des combats âpres dans les rues, mais insistent surtout sur la détermination des volontaires. Pour la première fois depuis des années, un élan collectif se substitue aux intrigues des boyards. Quand les Polonais capitulent finalement, Moscou sort meurtri mais symboliquement libéré. La victoire appelle un nouveau départ. En 1613, une assemblée nationale se réunit pour désigner qui tiendra désormais le sceptre. Après de longues discussions, le choix se porte sur un jeune homme de 16 ans, Michel Romanov. Son âge, sa relative innocence et un lien lointain avec la vieille dynastie en font une figure acceptable aux yeux de tous. Ironie du destin. Son père, Philarète, avait fréquenté de près la cour d'Ivan le Terrible, avant de tomber en disgrâce. Le passé et le futur se rejoignent ainsi par une ironie cruelle. L'arrivée des Romanov n'efface pas immédiatement la souffrance. Les hostilités se prolongent, avec la Suède et la Pologne jusqu'en 1618, ralentissant le rétablissement. Les campagnes restent épuisées, les coffres vides, et certaines régions mettent 2 décennies à retrouver leur vitalité. Mais un socle renaît, une nouvelle dynastie s'installe, et avec elle, la promesse d'un ordre restauré. Il reste que cet effondrement trouve son origine dans un geste singulier. La mort d'Ivan Ivanovitch a créé le vide qui, de proche en proche, a autorisé usurpateurs, famines et interventions étrangères. Des fouilles archéologiques menées à Moscou confirment l'ampleur du traumatisme. Couches de cendres marquant les incendies, amas d'armes rouillées, absence de monnaie témoignant de l'arrêt des échanges. Quelques fosses communes révèlent le destin de familles entières, figées dans leur disparition. Cette mémoire imprègne durablement la culture russe. Les Romanov apprendront de ce traumatisme en établissant des règles successorales plus strictes et en centralisant encore plus l'autorité tsariste. Et dans l'imaginaire populaire, cette époque installe l'idée qu'un État ne peut survivre sans un pouvoir clair et incontesté. Le Kremlin conserve encore des traces discrètes de cette occupation, comme les graffitis laissés par les soldats polonais dans la tour Spasskaya. Une inscription dit « Nous pensions conquérir un royaume, nous avons trouvé un cauchemar ». Paradoxalement, la tombe d'Ivan Ivanovitch elle-même devint lieu de visite au cœur même de cette tourmente. On rapporte que des nobles venaient d'Aix s'y recueillir pour se rappeler l'héritier perdu qui aurait pu sauver le pays. Même aujourd'hui, les fleurs semblent plus nombreuses sur ce tombeau que sur d'autres. Tout cela nous ramène à la source. Un geste de colère paternelle a déclenché une spirale qui s'est élargie à tout un peuple. Un simple affrontement familial a jeté la Russie dans 3 décennies de chaos. En frappant son fils, Ivan avait, sans le savoir, touché le cœur de son royaume. Un geste familial de colère a été l'amorce d'une décennie de souffrance nationale. Et cette logique n'a pas été propre à Moscou. Car si Ivan le IV incarne ce drame russe, d'autres souverains du Moyen-Âge ont eux aussi transformé leur rôle de père en charge funeste, laissant à leurs enfants des blessures qui résonnèrent dans tout un royaume. Chapitre 8. Autre père désastreux. Ivan le IV n'était pas un cas isolé. D'autres souverains médiévaux ont eux aussi laissé une empreinte cruelle dans l'histoire familiale, où le rôle de père s'est mêlé à la logique du pouvoir, souvent au détriment de leurs propres enfants. Ces exemples montrent que ce lien brisé ne relevait pas seulement d'un tempérament individuel, mais d'une tendance récurrente quand le trône se mêlait à la paternité.
Jean Santerre, roi d'Angleterre entre 1199 et 1216, illustre une forme de négligence froide. Contrairement à Ivan, il n'explosait pas en accès de violence spectaculaire. Il laissait simplement ses enfants à l'abandon. Les chroniques de l'abbaye de Coggeshall mentionnent qu'il confia ses enfants illégitimes à des nourrices sans jamais leur rendre visite. Quant à son héritier légitime, le futur Henri III, il passa une partie de sa jeunesse enfermé avec sa mère Isabelle d'Angoulême, tandis que Jean perdait ses territoires français. Une lettre de 1205 atteste qu'il put rester plus d'un an et demi sans revoir son fils, évoquant de vagues affaires du royaume. Le résultat fut limpide. Henri monta sur le trône enfant, sans formation ni appui solide. Son règne connut une instabilité chronique, marquée par les soulèvements des barons et une dépendance aux conseillers. La célèbre Magna Carta, imposée à Jean en 1215, sous la pression de ses vassaux, devint le symbole même de son incapacité à transmettre un pouvoir respecté, un écho lointain des contraintes qu'Ivan subit plus tard de son propre peuple. Quittons l'Angleterre pour la Castille du XIVe siècle et observons Pedro Ier, surnommé le Cruel. Son règne, entre 1350 et 1369, fut traversé par une obsession maladive pour la succession. Il fit exécuter plusieurs de ses demi-frères afin d'écarter des concurrents potentiels. Ses filles devinrent quant à elles des pièces dans un jeu diplomatique sans fin. L'historien Lopez de Ayala rapporte ainsi qu'il maria sa fille Béatrice à un noble portugais, avant de rompre l'union au bout de 3 ans, la renvoyant dans un couvent pour sceller une autre alliance. C'est peut-être son fils illégitime Alfonso qui illustre le mieux son rapport destructeur à la paternité. D'abord reconnu comme héritier, il fut ensuite soupçonné de conspirer avec la maîtresse du roi. Selon les chroniques, Pedro l'aurait fait lentement empoisonner, refusant tout remède malgré les suppliques du jeune homme. L'enfant, victime à la fois d'une reconnaissance et d'un rejet paternel, incarne la brutalité calculée de Pedro, une cruauté plus intentionnelle que les colères soudaines d'Ivan. Ces deux portraits, l'un dominé par une absence glaciale, l'autre par une sévérité meurtrière, révèlent un point commun, l'incapacité à préparer une succession stable. Jean, par sa négligence, laissa un enfant fragile hérité d'un royaume fracturé. Pedro, en éliminant ses frères et en sacrifiant son fils, déclencha une guerre civile qui offrit la Castille à la nouvelle branche des Trastamare. Et Ivan, en frappant son héritier au sceptre, ouvrit la porte aux famines et faux prétendants du temps des troubles. On voit se dessiner un schéma. Un père qui ne peut transmettre devient le point de rupture de tout un royaume. Les méthodes varient, mais les faits demeurent semblables. Jean pratique l'oubli, Ivan la confrontation brutale, Pedro la machination sournoise. Les résultats se répondent. Angleterre, Russie, Castille, chacune connaît une crise successorale durable et sanglante. Derrière ces trajectoires se cache une contradiction commune. Officiellement, ces souverains souhaitaient assurer à leur lignée un avenir solide. Dans les faits, ils sabotèrent de ce projet, incapables de tolérer que leur propre sang puisse un jour les remplacer. Un autre élément mérite attention, le rôle de la religion dans leur justification. Jean Santerre invoquait la protection divine pour couvrir ses trahisons et exactions. Ivan se présentait comme l'instrument terrestre du jugement divin. Pedro commandait des messes pour ses victimes, tout en planifiant d'autres exécutions le lendemain. La foi était partout, mais elle servait davantage à expliquer qu'à empêcher les abus. Dans chacun de ses règnes, Dieu devient un argument commode pour masquer la faute paternelle. Le traitement réservé aux épouses complète ce tableau. Jean enferma Isabelle. Ivan fit exécuter plusieurs de ses compagnes soupçonnées de complot. Pedro ordonna la mort de Blanche de Bourbon après à peine 2 ans de mariage. Ce climat conjugal brutal transformait la cellule familiale en une cour où l'angoisse dominait et où les enfants devaient grandir sous le poids constant de la peur. Certains chroniqueurs avaient déjà conscience de ce cercle vicieux. Le moine Mathieu Paris, parlant de Jean, résumait « Il aimait son royaume plus que ses enfants, et lui-même plus que son royaume ». Une formule glaçante qui pourrait s'appliquer presque mot pour mot à Ivan et à Pedro.
L'amour paternel se trouvait chaque fois supplanté par la soif de pouvoir et la nécessité de dominer. Et pourtant, paradoxe surprenant, ces rois si incapables dans leur famille se montrèrent, chacun à sa manière, des administrateurs énergiques. Jean, malgré ses défaites, contribua à poser les bases de l'habeas corpus. Ivan initia des codifications légales et une armée permanente. Pedro tenta de rationaliser la justice castillane. C'est comme si l'énergie refusée à leur enfant trouvait son exutoire dans des règlements bureaucratiques. La froideur domestique se muait en rigueur administrative, cimentant des institutions durables malgré les échecs privés. Leurs écrits en apportent la preuve. La correspondance de Jean ne mentionne ses enfants qu'en termes de dot ou d'alliance, jamais avec tendresse. Ivan a laissé des pages entières de théologie complexe, mais utilise sa plume pour justifier des massacres. Pedro, quant à lui, dicte avec ferveur des prières, puis rédige le même jour un ordre d'exécution. Ces papiers, survivants de leur intimité, trahissent le gouffre entre l'image qu'ils voulaient projeter et le chaos familial qu'ils engendraient. Leur mort parachève ce constat d'isolement. Jean succomba à la dysenterie dans un château de province, abandonné par ses barons. Ivan s'éteignit dans sa chambre, entouré de gardes, mais vide de l'affection d'un fils ou d'une épouse. Pedro fut poignardé de la main de son demi-frère Henri, sans que ses propres enfants tentent de le protéger. Ces fins solitaires soulignent combien leur paternité dévoyée avait fragilisé jusqu'à leur propre entourage immédiat. La mémoire que la postérité leur réserve va dans la même direction. Jean est devenu, dans l'imaginaire anglais, l'archétype du roi faible et injuste. Ivan reste, malgré ses réformes, scellé dans le surnom de « terrible ». Pedro vit éternellement sous l'étiquette de « cruel ». Tous trois avaient apporté des réformes tangibles à leur royaume, mais l'histoire a choisi de retenir d'abord l'échec de leur rôle de père. Ces comparaisons dépassent le seul Moyen-Âge. On retrouve ailleurs d'autres pères souverains au schéma semblable, de Néron à Louis XI, de Caligula à Henri VIII. Mais ce qui frappe chez Jean, Pedro et Ivan, c'est la répétition implacable, un désordre domestique qui engendre chaque fois une crise nationale. Leur propre incapacité à guider une maison se répercute mécaniquement en guerre, famine, invasion ou rébellion. C'est cette mécanique que les contemporains comprirent parfois trop tard et que nous pouvons contempler aujourd'hui avec distance. Chacun de ces cas nous aide à voir que la faiblesse paternelle au sommet a des répercussions profondes. Cela prépare le terrain pour réfléchir non seulement à ce que furent ces rois, mais aussi à ce que ces récits disent du pouvoir, de la famille et de la condition humaine en général. Chapitre 9. Les leçons de l'histoire. Ce type de destin tragique soulève une dernière interrogation. Que retenir de l'histoire de ces pères souverains ? C'est ici que commence notre réflexion sur les leçons de l'histoire. Plus que des anecdotes de palais, leur trajectoire nous invite à observer comment la concentration absolue du pouvoir s'insinue, jusque dans les liens les plus intimes, et peut les briser. Leurs récits laissent apparaître une règle simple. Lorsque tout repose sur la volonté d'un seul homme, ces relations familiales se trouvent contaminées. L'enfant n'est plus perçu comme un être fragile ou aimé, mais comme une pièce du jeu politique. Ivan vit son fils comme un adversaire, incapable de supporter un héritier autonome. Jean sans terre considéra sa descendance comme interchangeable, simple monnaie dans ses calculs. Pedro de Castille, enfin, manipula ses enfants comme s'ils n'étaient que des pions diplomatiques, parfois jusqu'à la destruction. Les conséquences de ces attitudes dépassent largement la sphère familiale. La violence d'Ivan préluda à 3 décennies d'instabilité et de famine en Russie. Les manœuvres brutales de Pedro engendrèrent une guerre civile et l'arrivée des Trastamare au pouvoir. Les faiblesses de Jean ouvrirent la voie à une dynastie affaiblie, incapable de conserver ses territoires sur le continent. Chaque fois, les choix privés eurent dans des retombées publiques. La succession mal préparée fragilisa tout l'édifice politique. On pourrait croire ces schémas cantonnés au Moyen-Âge, mais ils résonnent encore. Des régimes autoritaires récents montrent des dynamiques semblables. On y voit apparaître des pratiques où les liens familiaux servent d'abord à renforcer le pouvoir, puis deviennent des zones de méfiance. Que ce soit en écartant un parent trop influent ou en neutralisant un héritier perçu comme dangereux, la logique se répète.
La comparaison n'a pas besoin d'être multipliée en exemples. Il suffit de constater que le mécanisme demeure reconnaissable. Même dans des contextes plus paisibles, comme certaines grandes entreprises familiales, on retrouve parfois ces tensions. Les querelles autour des successions d'empires économiques rappellent la difficulté de transmettre sereinement pouvoir et patrimoine. Quelques auteurs contemporains soulignent que la majorité des fortunes disparaissent d'une génération à l'autre, citant la méfiance, la rivalité ou le contrôle excessif comme cause fréquente. Qu'il s'agisse d'un royaume ou d'une entreprise, le défi reste similaire, transformer un héritage en continuité durable. Les psychologues apportent, eux, des clés de lecture intéressantes. Ils parlent de projection lorsque le père souhaite voir dans son fils une copie idéale de lui-même et le rejette dès que la réalité s'écarte de cette image. Ils observent aussi la négation de l'autonomie. Ivan éduquait son fils, mais lui reprochait aussitôt toute pensée indépendante. Enfin, ils décrivent le paradoxe du pouvoir. Plus un homme contrôle, plus le moindre geste de liberté de son entourage lui paraît insupportable. L'histoire propose pourtant des contre-exemples, certes exceptionnels, mais éclairants. Marc Aurèle, empereur philosophe, a cherché à transmettre à son fils Commode ses réflexions sur la sagesse et le gouvernement responsable. Même si l'effet fut limité, l'intention subsistait. Frédéric II de Prusse, autre héritier battu par son père violent, transformera ce traumatisme en un style de règne plus réfléchi et plus ouvert. Ces rares cas rappellent qu'il est possible de transmettre autrement, même si la tâche semble proche du miracle. Une différence se dessine toutefois entre les rois médiévaux et les despotes modernes. Ivan se croyait investi d'un droit sacré et pouvait rationaliser ses excès comme relevant de la volonté divine. Aujourd'hui, ce type de légitimation n'existe plus. Les excès du pouvoir apparaissent pour ce qu'ils sont, des dérives personnelles habillées en nécessité politique. Cette évolution nous met face à une évidence. Ce n'est pas une question de croyance, mais de psychologie et d'équilibre. Les cours médiévales, conscientes du danger, avaient essayé de se prémunir avec des mécanismes de régence, des droits pour préserver les enfants mineurs ou les veuves royales. Ces garde-fous avaient pour but d'empêcher la fuite en avant d'un seul individu. Mais les Ivan, Jean ou Pedro préférèrent les dissoudre. Ils voulaient tout posséder et, en abolissant les limites, ils se sont piégés eux-mêmes et leur dynastie. Derrière leurs excès se cache une ironie cruelle. En voulant prolonger leur sang et leur lignée, ils en ont précipité la fin. Ivan, en frappant son fils, mit fin à la dynastie des Riorikides. Jean, en négligeant l'éducation de son fils, rendit la lignée Plantagenet incapable de conserver son territoire. Pedro, en éliminant ses héritiers, favorisa l'ascension de ses rivaux et la chute de sa propre branche. La volonté d'immortalité des dynasties se change en moteur de leur disparition. On pourrait conclure que ces dangers appartiennent à des régimes abolis, mais les logiques dynastiques persistent, même dans des systèmes plus ouverts. Les dynasties politiques modernes rappellent que, même avec des élections, la concentration du pouvoir familial peut provoquer des déséquilibres. Au moins, existe-t-il, dans ce cas, un correctif. Le choix des électeurs peut interrompre ces inerties. Cela demeure un garde-fou dont le Moyen-Âge manquait cruellement. Derrière ces récits se dessine une vérité plus large sur la condition humaine. Le pouvoir agit comme un révélateur de failles. Un père ordinaire peut voir ses excès corrigés par la chaleur familiale, ou du moins confinés à la sphère privée. Un souverain n'a pas cette marge. Ses colères, ses doutes et ses obsessions se traduisent immédiatement en crise nationale. Les liens les plus intimes ne sont plus protégés, car ils sont exposés en pleine lumière politique. Les chroniques médiévales nous en livrent des témoignages directs. Elles décrivent comment la peur de mourir se change en peur de son héritier, comment l'affection se déforme en rivalité, et comment la transmission se mue en destruction. À travers ces textes, on observe un phénomène universel. Plus le pouvoir s'accroît, plus l'espace familial se réduit jusqu'à devenir un lieu de confrontation. Ces récits posent une question qui dépasse le cadre historique. Peut-on espérer concilier autorité totale et relations humaines préservées? Les cas d'Ivan et de ses semblables invitent au scepticisme. Ils montrent que plus la domination est forte, plus l'amour filial s'étiole,
jusqu'à se renverser dans la haine et la suspicion. C'est une leçon qui, par sa simplicité, demeure d'une clarté inquiétante. Le véritable enseignement, peut-être, est qu'une société doit se méfier de toute concentration extrême du pouvoir. Les raisons ne sont pas seulement théoriques ou politiques, elles sont profondément humaines. Car ce qui détruit la confiance dans une famille finit inévitablement par miner la cohésion d'un peuple. Une dynastie qui sacrifie ses enfants sur l'autel du pouvoir entraîne tôt ou tard son royaume dans la tourmente. Ces leçons persistent dans la mémoire des lieux. Le tombeau discret d'Ivan Ivanovitch, les sépultures modestes des enfants de Jean, ou les chapelles silencieuses qui conservent les traces des victimes de Pedro, servent de rappel concret. Derrière chaque dalle se lit un avertissement. Ces pierres, par leur silence, rappellent que la fragilité humaine demeure un enjeu politique. Aujourd'hui encore, ces histoires résonnent dans un monde où l'autorité se redéfinit sans cesse. Elles nous enseignent que le meilleur legs n'est pas de rêver d'une lignée éternelle, mais d'inventer des institutions capables de résister aux excès des individus. Peut-être que la réussite d'un dirigeant se mesure moins à la puissance qu'il transmet qu'à la solidité des structures qui lui survivent. Une maxime religieuse de l'époque résumait cette pensée. Il n'existe pas de voie royale vers le salut, seulement le chemin difficile qui passe par le cœur des pères. Cette phrase, transmise par quelques manuscrits spirituels, exprime bien ce que nous retiendrons de ces récits. Et si nous observons ces tombeaux, ces annales et ces noms, ce n'est pas seulement pour comprendre le passé, c'est aussi pour méditer doucement sur le présent. Le pouvoir finit toujours par s'épuiser, mais ce que les relations brisées détruisent met plus de temps à guérir. Ces réflexions suffisent à guider notre pas vers une conclusion sereine. L'histoire d'Ivan et des autres souverains nous laisse avec une vérité discrète mais constante. Les excès de pouvoir abîment d'abord ceux que l'on prétend protéger. Cette vérité ouvre naturellement sur une dernière synthèse, où la figure d'Ivan le Terrible se prête encore à un ultime enseignement. Conclusion. L'histoire d'Ivan le Terrible et de ses pères qui lui ressemblent nous invite à une méditation simple. Quand le pouvoir ne connaît pas de limites, il finit par étouffer même les liens les plus proches. Ce basculement intime nous rappelle que la peur et la méfiance ne détruisent pas seulement un règne, mais aussi une famille. Si ce récit vous a touché, vous pouvez laisser un petit like et partager vos impressions en commentaire. Dites-moi aussi d'où vous regardez ce soir. J'aime découvrir où nos chemins se croisent. Éteignez l'écran doucement, respirez et laissez ces siècles vous accompagner paisiblement jusqu'au sommeil.